Nous allons parler cohabitation intergénérationnelle avec Benjamin Lévy, qui est un des cofondateurs de Homise. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric, Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter Homise. bien sûr. Donc moi, je suis Benjamin, l'un des fondateurs de Homise. J'ai découvert la cohabitation intergénérationnelle lors d'un échange en Australie. J'ai passé donc un an à Melbourne quand je faisais mes études à Sciences Po. Et les 6 premiers mois, je les ai passés chez un senior. Il y avait un site là-bas qui mettait en relation justement des jeunes étudiants en échange avec des locaux. Et donc, j'ai découvert ce modèle-là qui m'a beaucoup plu. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis rendu compte que ce dispositif, qui était extrêmement vertueux, était en fait très méconnu. Et donc, j'ai voulu m'y intéresser et me dire, bah, c'est essayer de le développer au maximum en France. Peut-être alors, cohabitation intergénérationnelle, peut-être expliquer concrètement ce que Ouais. c'est et puis le nombre de personnes que ça concerne actuellement en France. Donc concrètement, la cohabitation intergénérationnelle, ça s'inscrit dans le cadre de la loi Elan, donc qui permet aux personnes de plus de 60 ans d'accueillir des jeunes de moins de 30 ans chez eux, dans leur chambre de libre, si elles font 9 mètres carrés ou plus, en échange d'un petit loyer solidaire. Donc ça, ce n'est pas forcément défini, mais il faut que ce soit en dessous des prix du marché, il faut que ce soit vraiment attractif, et ou de petits services. Donc ça peut aller de l'aide informatique à l'accompagnement au cinéma ou chez un médecin, faire la cuisine, ce genre de choses. Aujourd'hui, en France, il y a 2 millions de seniors qui vivent seuls dans des logements trop grands pour eux et qui veulent y rester. Et à titre, enfin, l'écart qu'on peut apercevoir, c'est seulement 1500 cohabitations de ce type euh, tous les ans en France qui se mettent en place. La question qui doit venir, c'est pourquoi aussi peu par rapport au nombre? Alors, je comprends que tout le monde ne veut pas, chaque étudiant ne veut pas aller à Brive-la-Gaillarde, j'ai rien contre Brive-la-Gaillarde, ou contre Guéret, ou contre Guéret, par exemple, mais pourquoi un aussi faible nombre par rapport à un nombre aussi important? Parce que d'un côté, il y a la disponibilité, entre guillemets, de chambres, et de l'autre, il y a les étudiants qui ont du mal à se loger. Tout à fait. On se rend compte en fait déjà que ce modèle, il est très méconnu, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de structures, de projets qui sont créés depuis une quinzaine, vingtaine d'années, donc ça reste relativement jeune. La loi Elan dont je parlais, dans laquelle vraiment s'inscrit cette pratique, elle date seulement de 2018. Euh, il y a de plus en plus d'interviews, de couverture médiatique sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet très complexe, parfois il est mal compris. Et peut-être que c'était un sujet qui, avant l'intergénérationnel, ne parlait pas à tant de monde que ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il y a vraiment l'aspect déjà connaissance du modèle, connaissance du dispositif. Et ensuite, c'est comment convaincre les aînés, parce que c'est eux qu'on doit convaincre. C'est un besoin qui est plutôt latent. C'est-à-dire qu'un jeune qui est en mobilité, il va devoir trouver une chambre. Ce n'est pas le cas pour un senior qui a une chambre de libre. Il ne va pas se dire de manière naturelle, tiens, si j'accueillais un jeune. Donc, c'est vraiment dans sensibiliser les aînés au dispositif et à la fois leur dire, enfin, en tout cas, leur présenter le processus de manière simple et qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les jeunes qui vont être mis en relation avec eux, quel type de loyer, enfin quel montant de loyer je peux demander, quel type de service je peux avoir, etc. Et comment très concrètement ça va fonctionner. Ouais. Et c'est comme Oui. ça, moi je pense que voilà, on arrivera à avoir passé de 1500 cohabitations à 10 000, 100 000 et plus. Oui, parce qu'en fait, il faut d'abord connaître le principe et ensuite, après, connaître comment on le met en œuvre pour trouver un accord équilibré. Là, c'est C'est quand même ça, votre rôle, j'imagine. C'est quand même votre rôle de trouver un accord équilibré entre l'étudiant et le senior ou la tout à senior. fait. Tout à fait, nous on a décidé Mhm. d'encadrer la cohabitation. Donc avec notre modèle, Omise, le senior peut demander jusqu'à 50% des prix du marché, 50 à 60%. Donc, par exemple, à Paris, il ne pourra pas demander plus de 600 euros par mois D'accord. de loyer. Et en termes de service, il pourra demander entre 3 à 5 heures maximum de service par semaine. D'accord, Euh, d'accord. Donc, vous plafonnez. D'accord. c'est ça. Nous, Parce que, on parce que encadre. moi, parce que moi, il y a quelques années, je m'étais renseigné pour un étudiant, par un ami étudiant chinois.
Donc, il y a deux associations historiques. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était très rigide, en fait. Il y avait, je me souviens, dans l'une d'entre elles, il y avait, sans dénigrer, mais il y avait trois niveaux en fonction du nombre de services qu'on donnait. Et puis, bon, oui, l'équilibre entre nombre d'heures données, enfin, fournies par l'étudiant ou nombre même de week-ends fournis par l'étudiant par rapport au prix. Et j'ai trouvé que c'était très rigide, en fait. Et au final, il y avait trois cases, enfin trois possibilités, et aucune des possibilités ne permettait à l'étudiant de tout simplement de à la fois travailler et à la fois bénéficier de ce service-là. Parce qu'en fait, il faut aussi quand même. En fait, moi j'ai vu un équilibre qu'il fallait avoir entre le travail de l'étudiant à l'école, le travail de l'étudiant pour pouvoir permettre de payer son loyer, la présence dans le logement et puis les loisirs. Et ça, en fait, on n'arrivait pas. On prenait en tous les bouts, on n'y arrivait pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce côté un petit peu rigide des offres qui existaient, nous, on a voulu le gommer, donc en réalisant des entretiens avec des aînés et avec des jeunes pour savoir ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça que nous, on définit simplement un cadre, donc un loyer encadré, des services encadrés, et ensuite, c'est le senior et le jeune, enfin, c'est les deux, en fait, qui définissent leur cohabitation. Et tout ça, c'est cadré par le contrat de cohabitation intergénérationnelle, qui a une valeur juridique, qui a été rédigé par un avocat en droit immobilier, expert en droit immobilier, et qui fait foi. Et donc, Les c'est vraiment étudiants, ça, voilà, qui. Ouais. les étudiants vous trouvent via Internet et c'est vous qui devez trouver les seniors, j'imagine. En fait, nous, on raisonne vraiment en termes d'écosystème partenarial. Donc, les jeunes, on est référencé auprès de guides logement, d'universités, de CFA, de structures associatives comme Unicité, par exemple, donc des jeunes qui sont en service civique, donc qui ont cette fibre aussi un petit peu sociale. On est référencé auprès d'IFSI, donc des étudiants du médico-social qui aussi pourraient être peut-être plus à même de tester ce modèle de cohabitation intergénérationnelle. Et côté senior, c'est un peu la même chose en fait. On va se rapprocher de différentes structures publiques-privées, que ce soit des mutuelles, des bailleurs sociaux, des associations qui sont en lien avec des aînés ou des aidants. Donc des proches aidants, donc des enfants de seniors qui pourraient se dire tiens ouais c'est une bonne solution pour mon parent. Et ensuite, l'idée c'est vraiment que ces personnes-là s'inscrivent sur le site si elles sont digitalisées. Donc côté jeune c'est plutôt simple, côté senior si la personne est digitalisée elle va s'inscrire directement ou c'est son enfant qui va le faire. Et si la personne est seule, eh ben, c'est nous qui allons lui créer son compte. Et D'accord. ensuite c'est nous qui voilà, sommes les garants de la constitution du binôme et puis de l'animation. Le matching se fait sur votre site. Vous Ouais. aidez, le matching se fait sur votre site. J'imagine. En fait, il y a deux profils, enfin les profils de chaque côté. Et en fait, comment ça marche? C'est l'étudiant qui postule, c'est le senior qui fait entre guillemets son marché. Alors, on a en fait défini un algorithme de matching qui est basé sur des critères objectifs comme la géographie, le budget maximum, le nombre de services d'heures que le jeune est prêt à demander, le nombre de services que le senior a demandé, et avec d'autres critères qui entrent en compte. Et la promesse, c'est on propose en fait, une fois que le jeune donc, il s'est inscrit, on a pu vérifier son dossier, avoir sa vidéo de profil, sa petite vidéo de présentation. On va présenter 5 profils au senior. Et D'accord. ensuite, il va sélectionner les seniors qu'il veut rencontrer, soit en physique, à son domicile, soit en visio directement sur le site. Et à l'issue de cette rencontre, il va nous dire bah, moi, j'ai bien aimé telle personne. Et puis, donc, on va générer automatiquement le contrat de cohabitation selon les critères qui avaient été définis. Et puis ensuite, la cohabitation va démarrer. Et nous, on est présent pendant la durée de la cohabitation, c'est-à-dire qu'on fait un suivi tous les mois en général pour être sûr que tout se passe bien. Si on parle des partenariats, si je suis des partenaires, si je suis un dirigeant d'un bailleur social, quel est l'intérêt j'ai de proposer ce type de service et puis de travailler avec vous? Alors déjà, il faut savoir que chez les bailleurs sociaux, il y a entre 5 à 10 de leur parc qui est sous-optimisé. Aujourd'hui, une personne âgée, je l'ai dit, elle a envie de rester à domicile. Elle a envie de rester chez elle. Or, il y a beaucoup de personnes âgées, enfin un nombre important de ces personnes qui vivent dans des logements trop grands pour eux, dans des T3, T4 ou plus. Donc déjà,
pour optimiser son parc social, qui est quand même la première promesse du bailleur, la cohabitation intergénérationnelle fait sens, sachant que pour reloger un senior, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, simplement, le fait d'apporter un petit complément de revenu au senior, ça va permettre pour le bailleur de sécuriser son loyer et de prévenir les garanties de loyer impayés. D'accord. Et si on se place, si on prend une vision plus globale, plus sociale, le fait d'avoir de la cohabitation intergénérationnelle dans son parc résidentiel, ça permet d'avoir finalement des résidents qui sont plus apaisés, plus connectés entre eux et proposer vraiment un service qui est humain avec des gens qui simplement se sentent bien, se sentent jeunes, au contact de jeunes, ou en tout cas se sentent au contact d'autres générations en tout cas, et ça favorise l'empathie et ça favorise le bien vivre ensemble. Donc oui, donc en fait, quelque part, c'est permettre aux locataires âgés d'un meilleur social d'avoir un peu plus de revenus et puis de pouvoir payer plus facilement son loyer et ses dépenses. C'est ça, Exactement, c'est là-dessus que le bailleur social exactement. s'y retrouve. Et nous, ce qu'on dit aux aînés aussi, très important, et ce qu'on dit aussi aux bailleurs, c'est qu'on permet à des jeunes de se loger correctement. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20% des jeunes en France qui souffrent de pauvreté. C'est un Oui, chiffre qui est énorme. Et le logement en fait partie, puisque 70% du budget d'un étudiant, c'est le logement. c'est fou, c'est triste. Bref. D'autres types de partenariats. Vous m'avez cité les assureurs, les mutuelles. Pareil, si je suis un dirigeant d'une assureur de mutuelle, quel est l'intérêt j'ai à proposer ce type de service et puis à travailler avec vous? Oui, finalement, même il y a beaucoup de mutuelles ou de groupes comme La Poste qui sont en lien avec beaucoup d'aînés. Eux, leur objectif, c'est bien vieillir à domicile. Toujours cette brique de je suis un aîné, j'ai envie de rester chez moi le plus longtemps possible en bonne santé. Et en fait, le fait de proposer de la cohabitation intergénérationnelle, on va agir sur deux leviers. D'abord, le fait de se sentir utile socialement, j'aide un jeune, et le fait d'avoir du lien social. Et ça, c'est deux éléments en fait qui sont fondamentaux dans le bien vieillir. Donc déjà, le fait de permettre à un senior d'accueillir un jeune, c'est aider un senior aussi à se sentir mieux chez lui et à mieux vivre finalement sa retraite. Et en plus, avec ces compléments de retraite, donc un petit complément de revenu, je vais pouvoir acheter des services annexes, que ce soit des services de loisirs, du pouvoir d'achat, aller au cinéma, au restaurant, que ce soit d'autres services, de la téléassistance, ce genre de choses. Donc je vais pouvoir un petit peu augmenter aussi mon pouvoir d'achat et ma vie de retraité. Et donc finalement, pour les mutuelles, c'est un intérêt assez fort que de dire je vais présenter, je vais porter un projet qui a un intérêt énorme pour mes bénéficiaires. Et plus eux, ils vont être heureux, et plus moi, je vais leur apporter des services sur lesquels ils vont pouvoir, enfin, dans lesquels ils vont voir de la valeur, et ben plus je remplirai mon rôle de mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le senior, si en termes de tranche d'âge, c'est plutôt une veuve. En moyenne, c'est plutôt une veuve, plutôt 77 ans, 85 ans. Au-delà, c'est trop âgé, peut-être trop fragilisé. Et plus jeunes, ils sont en couple. Alors, ouais, ça dépend. Sur la segmentation, il y a des couples qui ont des chambres de libre. Et en fait, simplement pour aider, même si ce n'est pas forcément pour le complément de revenu, ils sont très heureux d'accueillir des jeunes. Euh, on va avoir plutôt, en termes de tranche d'âge, des 60-75 ans, donc des jeunes retraités qui sont digitalisés. Et eux, c'est aider un jeune et petit complément de revenu, donc qu'ils soient seuls ou pas. Il y a des personnes aussi dont les enfants sont partis, simplement. La chambre peut devenir soit un bureau, soit une buanderie, soit en fait rester une chambre et accueillir un jeune. Nous, c'est aussi notre volonté de dire, mais attendez, on n'est pas obligé de la transformer en un autre lieu un petit peu de bureau un peu triste, ça peut être une chambre où il peut y avoir de la vie. Et ensuite, les personnes de 75 ans et plus, même 80 ans et plus, c'est des personnes en général qui sont peu digitalisées, qui peuvent commencer à avoir une petite perte d'autonomie, mais qui peuvent en fait très bien rester chez eux. Et à ce moment-là, on est plutôt en lien avec les aidants familiaux, qui vont dire, bah, tiens, moi, mon parent a déjà une aide professionnelle, mais en fait, si cette personne avait un jeune à la maison, moi, ça me rassurerait de savoir qu'il y a un jeune que je connais, qui est chez elle tout le temps. Et en plus, c'est de l'argent en plus, donc ça peut renforcer, en fait, pareil, des actions de maintien à domicile. On peut même payer en fait de l'aidant professionnel grâce à ce petit loyer qu'on va toucher.
Si, par exemple, on se concentre, j'ai plus de 78 ans, et donc j'utilise votre service depuis plusieurs années et je deviens dépendant. Vous allez accepter de me mettre encore en relation avec un étudiant ou vous allez dire, voilà, non, l'étudiant, il est là, il n'est pas là pour être avec une personne dépendante, il est quand même là pour une personne, on va dire, fragilisée ou autonome. Il y aura une limite à ça? Donc oui, nous, notre objectif, c'est à partir du moment où la personne à domicile peut rester chez elle, donc de l'avis de ses enfants ou de l'aidant professionnel ou du psychologue, on pense que le jeune a sa place parce qu'il D'accord. ne peut que égayer le quotidien d'un senior. Mais à partir du moment où le maintien à domicile est impossible, là, parce qu'on a une personne qui est à la maison et en fait qui peut être un lanceur d'alerte, si on peut dire, et la prise en charge peut être extrêmement rapide, là, nous, on va orienter vers des structures qui sont pertinentes, que ce soit des EHPAD ou des résidences médicalisées, ce genre de choses. Quel type, de manière plus générale, pour les prochaines années, quel type de partenaire, une baguette magique, vous aimeriez quel type de partenaire pour développer OMIS? Nous, on croit déjà énormément dans le partenariat avec les bailleurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec nos relations et avec nos échanges, on se rend compte que le bailleur social a envie d'aller plus loin pour enchanter, ou pour en tout cas au moins améliorer la vie des résidents. Et ça passe, on le croit très fermement, par des liens intergénérationnels. Donc déjà, mettre en place, ou en tout cas avoir des campagnes de communication qui soient bien ciblées, bien pensées, avec tous les bailleurs sociaux de France, ça serait quelque chose d'exceptionnel. Et on serait ravis. Ça, c'est vraiment le premier bloc. Ensuite, on pense que, oui, Entre parenthèses, j'allais dire, c'est entre guillemets, je vais me faire disputer, mais c'est assez simple à faire, puisqu'en fait, maintenant, dans les bailleurs sociaux, il y a pratiquement, chez beaucoup de bailleurs sociaux, il y a un responsable vie sociale ou vie pour les personnes âgées. tout à fait. Ils sont très avancés. Après, tout à fait. D'ailleurs, ils sont souvent très, très avancés dans leur réflexion. C'est vrai, c'est souvent en fait la réflexion qui est avancée, mais dans l'opération, c'est là où le bas blesse et on a du mal à mettre en place des actions de manière très concrète. Et nous, on les aide. On D'accord. les aide parce que c'est pas forcément évident pour un bailleur de dialoguer avec ses résidents. Ce n'est pas forcément leur rôle d'ailleurs. Et c'est en train de se transformer. Et donc, nous, sur la cohabitation intergénérationnelle, parce qu'on est des experts de cette thématique, on leur dit en fait comment le présenter et comment le rendre attractif. Oui, et puis vous savez aussi, en plus vous êtes jeunes tous les deux fondateurs, je veux dire, vous savez également aussi ce qui intéresse un étudiant et les limites. Euh, Exactement. J'imagine qu'en fait, bon là je pense à un ami qui était dans une cité pas possible à Nantes. Je vois très très mal un étudiant aller dans ce genre de cité. Il y a aussi une sélection dans le parc de Bayer Social, à mon avis, vous pouvez aussi guider, voilà, bon, la cité là, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Par contre, vous pouvez sous-sélectionner le type de bâtiment dans lequel il sera possible de mettre un étudiant. Exactement. Hmm. Exactement. Et ça aussi, c'est la connaissance du bailleur qu'on utilise. C'est-à-dire que lui aussi va nous dire, bah voilà, telle résidence, elle est vraiment à flux tendu, il y a énormément de demandes. En plus, elle est à côté de telle université ou telle structure, bah oui, ça va être super pertinent. Hmm. Euh, donc oui, je pense que les bailleurs sociaux, ça sera un bloc qui sera essentiel. Autre type de Dans, partenariat que vous aimeriez? comment Au type de partenariat que vous aimeriez? Au type de partenariat, moi, je crois énormément aux collectivités, simplement. Je pense que la collectivité, pour donner de l'attractivité à son territoire, pour, pareil, dans cette logique d'intergénérationnel, de lien social, d'inclusivité, doit avoir son rôle à jouer dans pousser ce type de modèle. Et pas forcément de manière financière, je parle vraiment de visibilité. Faire des actions concrètes, donc ça peut passer par des appels de convivialité, par des articles, par des petits témoignages vidéo, par des distributions de flyers, par des courriers personnalisés, pour vraiment être sûr que chaque personne qui souhaiterait cohabiter ou qui pourrait cohabiter, à titre au moins informatif, ait tous les éléments et puisse le faire. Donc voilà, je pense que les collectivités, nous, on a été soutenus par la ville de Paris, par le dispositif de la conférence des financeurs. Donc ça fait 2 mois, on est très contents. Et on est en train de réfléchir avec le maillage, le maillage territorial de Paris, donc toutes les associations, comment on peut mettre en place ces actions concrètes. Est-ce que c'est des ateliers, est-ce que c'est des goûters, est-ce que c'est des visioconférences, etc., etc.
Euh, il y a également la ville de Nogent-sur-Marne. J'ai rencontré le maire il y a à peu près un mois et demi, et donc on a réfléchi pareil à des actions là, très concrètes, qu'on va lancer à partir de juillet, avec un objectif de, en Île-de-France, avoir 300 cohabitations. D'accord. Donc ça serait le deuxième partenaire. Le troisième, donc je disais, c'est les mutuelles. Les mutuelles et un petit peu les assurances. Euh, Pareil, apporter de la valeur, toujours des services qui ont de la valeur pour leurs bénéficiaires et qui leur permet, pardon, de bien vivre à domicile. Pour l'instant, dans ce que vous notez, côté mutuel, c'est l'action sociale encore qui se charge du dossier ou c'est passé dans le côté, on va dire, plus commercial, plus classique? Pour l'instant, parce que la cohabitation intergénérationnelle, c'est quelque chose de très minoritaire et de très complexe, c'est l'action sociale. Mais nous, on espère justement que dans les prochaines années, on est en discussion avec la plupart des mutuelles qui s'y intéressent de près parce qu'elles reconnaissent leur utilité, enfin, elles reconnaissent l'intérêt et l'utilité de la cohabitation intergénérationnelle. L'idée, c'est vraiment d'avoir des partenaires qui soient très opérationnels avec des liens directement en agence. Idéalement, c'est un POC dans un département qui est tendu en termes de marché du logement où ça fait sens. Et ensuite, de l'essaimer au niveau national d'ici 2 à 3 ans. D'accord. Depuis le temps que vous êtes sur la silver economy, avec le recul, qu'auriez-vous fait différemment? Euh, c'est pas évident comme question, d'autant que nous, on s'est lancé, on a créé Omise en décembre 2019, donc Pas vraiment en mal. plein Covid. Ouais, vous avez choisi. Vous savez, en rigolant, il y en a qui ont démarré en février 2020. Ça, par contre, c'est Ouais, ouais. vous avez encore un petit peu d'avance. On avait un petit peu d'avance et d'ailleurs, ça nous a permis de lancer quelques cohabitations dès janvier. Euh, mais donc, je pense qu'on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment si on n'avait pas été en temps de Covid? Je pense que on a été. Je pense au début, en fait, il faut arriver à sentir les partenaires, parce que nous, on croit encore une fois dans cette logique partenariale, sentir les partenaires qui sont les plus innovants, qui ont envie de tester des choses euh, et qui ont envie d'aller vite. Donc, en fait, trouver ces partenaires-là, se concentrer sur une logique de partenariale avec ces 2, 3, 4 acteurs, pas plus, en réfléchissant en fait presque toutes les semaines entre nos deux services à des actions concrètes. Et ensuite, faire des tests. Tester des messages auprès de seniors. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tester des campagnes de communication avec, pareil, des visuels, des idées, etc. Je pense qu'on aurait essayé aussi d'être un peu plus présent sur les médias, avoir une couverture peut-être un peu plus importante, notamment auprès des gazettes de communes, des choses qui sont très lues par les aînés, pour ressentir enfin, un petit peu ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, à partir de là, avec ces 2, 3 partenaires qui se seraient bien passés, et ben, essayer d'essaimer et de grandir en fait avec eux. Je lance une société sur la silver economy. 3 conseils que vous me donneriez. Euh, À part passer dans l'émission magnifique de Frédéric Serrière, je blague bien sûr. bien sûr. Alors ça, c'est le premier point. Non, je Non, non, dirais, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Non, non, j'en veux pas. non, plus sérieusement, je dirais, euh, il faut connaître, c'est un peu bête à dire, mais connaître ses clients, connaître ses bénéficiaires. Et donc, passer énormément de temps en face à face ou en appel téléphonique et poser toutes les questions possibles auprès de votre cible et de dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et parfois, essayer d'aller deviner les réponses qui ne sont pas dites clairement. En tout cas, poser des questions de manière très, très claire. La cohabitation intergénérationnelle, par exemple, euh, c'est avec des entretiens avec des aînés qu'on a pu comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et des problèmes aussi qui ne sont pas forcément très glamour. C'est le problème d'intimité dans la salle de bain. C'est les petits-enfants qui viennent de temps en temps. On fait quoi? Moi, j'ai envie de les recevoir. Donc, c'est des choses comme ça. Y aller avec aucun a priori et toujours questionner ces postulats. Donc ça, je dirais que c'est un point très important.
Ensuite, pas se précipiter sur l'écosystème de la silver economy, il est pas encore forcément très mature. Et donc, faire un gros travail aussi de identifier ces acteurs qui ont envie d'innover dans la silver economy. C'est intéressant votre point de vue là. Expliquez-là. Là, vous avez dit ne pas, je vais pas dire, j'ai compris ruer, mais c'est pas ruer. Vous avez dit sur les acteurs de silver economy parce qu'il n'est pas encore stabilisé. J'ai compris ça comme ça. C'est ça, il n'est pas encore extrêmement mature, nous, on s'est rendu Ouais. compte, et les processus, par exemple, de mise en place de nouveaux partenariats, ils ne sont pas forcément évidents. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire dans la silver economy. Le fait que ce soit un public en fait qui peut être regardé comme fragile parce que la perte d'autonomie en fait peut arriver en fait à, un peu à n'importe quel moment. En général, ça arrive plus autour de 70 ans que de 20 ans. Fait qu'on a un petit peu peur parfois de tenter des nouvelles choses. Et donc, c'est assez important, je pense, de trouver ces acteurs, que ce soit des mutuelles ou les bailleurs ou des entreprises, voilà, la silver economy ou des startups, avec qui on peut mettre en place des synergies, simplement réfléchir à des choses concrètes, opérationnelles et tester des offres. Donc moi je comprends ça, c'est-à-dire en fait l'idée c'est de passer peut-être plus de temps à sélectionner les acteurs qui sont déjà très stabilisés, matures dans leur réflexion Peut-être, et pas perdre de temps avec l'ensemble de l'écosystème. C'est un peu ça l'idée. c'est ça, parce que sinon, en fait, C'est en ça. général, mettre en place un partenariat avec une grande mutuelle, par exemple, ça prend du temps, Oui, oui, bien joué. et c'est normal, mais donc il faut vraiment être extrêmement proactif aussi. Peut-être plus que dans d'autres secteurs. Un point à rajouter ou une conclusion, comme vous voulez. Si vous pensez comme nous que la cohabitation intergénérationnelle peut être un formidable système, peut créer un cercle vertueux absolument dingue, et que vous pensez que votre enfant, votre petit-fils ou votre parent ou votre grand-parent pourrait en fait vraiment s'épanouir dans ce type de relation, il faut, je pense, avoir ce petit réflexe à chaque fois, se poser la question, tiens, et si j'inscrivais mon papa chez Omise? Tiens, et si j'inscrivais mon fils chez Omise? Peut-être qu'en fait, il ne pourrait pas rêver meilleur coloc qu'une personne d'une autre génération. Ça serait ça, je pense, un petit mot. Super, merci. Merci Benjamin Lévy. Je rappelle que vous êtes un des fondateurs d'Omise, qui est spécialisé dans la cohabitation intergénérationnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.